Là, le stylet n'est pas en train d'écrire correctement. Attendez. Voilà. Donc, vous avez, dans une transmission, vous avez quoi? Donc, il y a la source et il y a, donc, c'est l'émetteur, hein, si vous voulez. Et il y a ensuite le récepteur. D'accord? Et donc, pour faire la transmission, ce que vous faites, vous utilisez ce qu'on appelle un canal. D'accord? Donc, un canal qui permet de faire la transmission entre un émetteur et un récepteur. D'accord? Et dans le cours, par exemple, de communication numérique, c'est ce que vous allez aborder. Donc, comment donc transmettre l'information. Vous allez aborder la transmission dans l'aspect physique de la chose. Le canal, il peut être un canal, par exemple, analogique, comme la ligne téléphonique, par exemple, la DSL. Ça peut être aussi un canal de transmission donc, qui n'est pas filaire, donc comme le Wi-Fi, comme les fibres optiques, donc les ondes électromagnétiques. Donc, ça peut être en fait de nature analogique ou bien de nature discrète, d'accord? Maintenant, nous, en termes de transmission, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez voir dans l'autre cours. L'information, donc la source, elle fait quoi? Donc elle transmet une information. Donc cette information que vous allez communiquer, avant qu'elle ne soit si vous voulez, éjectée ou bien par la source ou bien transmise par le canal, il lui faut un certain type ou bien un certain nombre d'opérations. Donc, il y a un certain type de traitement qu'on devrait faire. Si je vous pose la question, si je vous dis quelle est la nature de l'information que vous avez l'habitude de transmettre, qu'est-ce que vous transmettez? La transmission, on envoie quoi? Les Information, informations. les données, des Message. informations. Je sais que c'est des informations. Ça peut être des images, c'est ce que vous avez par exemple l'habitude de communiquer entre vous. Ça peut être des vidéos, des images, des fichiers MP3, MP4. Ça peut être un message, d'accord? Et si je fais par exemple un travail, Madame, oui, C'est des bits. en forme binaire, 0 et 1. c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais donc dire. En fait, on envoie en binaire, quelle que soit la nature de votre source. Donc, regardez, la nature de la source ne nous intéresse pas, nous, dans ce cours, d'accord? C'est pas la nature physique de la source ou bien de l'information que je vais transmettre qui m'intéresse. Yani, je m'intéresse pas à ce que l'information émise par la source soit, par exemple, une image ou bien un signal ou bien des mesures que vous avez fait dans un laboratoire de TP et vous voulez transmettre. C'est pas ce qui m'intéresse. En fait, je sais que à un moment, quel que soit le type de votre transmission, vous allez transmettre une séquence binaire des 0 et des 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit d'abord la nature de votre information, d'accord? Vous allez donc la coder. D'accord? Donc, il y aura un codage. Donc, je vais la rendre sous forme binaire des 0 et des 1. Par exemple, le signal, même s'il est continu, vous allez faire un échantillonnage, ensuite le codage, la binarisation et ensuite la transmission. D'accord? Maintenant, la transmission, et là, j'ai parlé du canal, donc elle se fait ici. Cette transmission, en fait, c'est une transmission avec deux types. Ça peut être une transmission dans l'espace et ça peut être une transmission dans le temps, d'accord? Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que si je fais une transmission dans l'espace, ça veut dire la source, elle est dans un endroit A et je vais donc la transmettre à un autre endroit, à un autre espace. C'est ce qui se fait réellement en communication, d'accord? Lorsque vous appelez une personne ou là vous envoyez un message, ou bien n'importe quel type d'information, vous êtes dans une région A, l'autre personne, elle est dans une autre région B, et vous allez faire cette transmission. C'est une transmission dans l'espace. Maintenant, il y a aussi un autre type de transmission qui est la transmission dans le temps. La transmission dans le temps, c'est quoi? C'est en fait le stockage de l'information.
c'est par exemple lorsque vous travaillez, par exemple, sur un projet ou bien un mini-projet, vous rédigez votre rapport, vous réalisez des programmes et vous les stockez, par exemple, dans un disque dur, par exemple, d'accord, ou bien dans un flash disque. Ça, on l'appelle une transmission aussi, mais dans le temps. C'est-à-dire, je vais cacher l'information. Donc, je ne vais pas changer d'espace, mais plutôt, je vais la transmettre à un fichier, à un endroit dans mon disque dur et je vais en fait la laisser pour un certain temps. Pourquoi j'ai besoin donc de ce type de transmission? Parce que je veux cacher une information, la stocker. Et maintenant, la stocker, ça concerne aussi ce que nous allons voir dans ce cours. Pourquoi? Parce que quel que soit le type de la transmission, dans l'espace, ça veut dire une personne transmet quelque chose à une personne, donc émetteur-récepteur, ou bien un stockage, dans les deux cas, l'information sera codée en binaire. Donc, il y a un codage en binaire, c'est une suite de 0 et de 1. Donc, quelle que soit la nature de votre source, hein, quelle que soit la nature de la source, c'est-à-dire qui met la source, quelle que soit sa nature, eh ben, il y aura toujours la transmission, le codage en séquence ou bien en suite binaire. Maintenant, pourquoi on s'intéresse à ce codage-là et pourquoi je vais faire tout ce cours-là. Si je veux coder une information, si je vous donne n'importe quelle information et je vous dis, vous la codez en séquence binaire, il est très facile de le faire, n'est-ce pas? Par exemple, si je vous dis, vous avez, je ne sais pas, on va dire un message, donc la messagerie, donc les SMS. Donc, vous avez les lettres de l'alphabet, donc de A, donc A, B jusqu'à Z. Et par exemple, ça, on l'appelle alphabet de la source. D'accord? D'accord? Et en fait, vous n'allez pas transmettre l'alphabet. Lorsque vous communiquez entre vous, vous allez communiquer des messages. Donc, envoyer un message. Par exemple, je vais dire bonjour. Donc, ça, c'est un message. D'accord? Maintenant, si je vous demande de coder, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement coder l'alphabet, c'est-à-dire me dire que chaque lettre sera remplacée par un code binaire. D'accord? Donc, je peux le faire. On peut le faire sans faire le cours que je suis en train de présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer chaque lettre de l'alphabet par un code binaire. Vous aurez besoin de combien de bits, d'après vous? 8 bits. 8 bits. 8 bits. Moins, moins. 4 bits. 2 bits. Regardez, 4 bits, si je parle du codage classique, hein. Lorsque vous prenez 4 bits, donc 4 bits, ça veut Madame. coder 2 à la puissance 4, donc 16 informations distinctes. Parce que si je vous dis, il faut coder, 2 bits. شحال؟ 2 bits, madame. 2 bits. Non, plus de 4. Donc, 6, ça sera combien? madame. 6. 6. Moins de 6, 5 bits. 5 bits. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui demandent l'accès, c'est ça? Non? مدام الميت راهو كومبلي كاين اللي كيبان ما نقدروش ما يقدروش يدخلوا. راهو كومبلي باسكو ابارامون Ah, sinon, je ferai une deuxième séance samedi. Voilà, معلش. Ok, donc je reviens à mon cours. Je savais pas que je pouvais pas recevoir plus de 100. Ok, vous avez compris. Donc, en fait, si vous avez 4 bits, ça veut dire que vous pouvez coder 16 informations possibles parce que vous, les lettres, vous allez affecter à chaque lettre un code particulier qui est différent du code ou bien des codes de toutes les autres lettres, d'accord? Donc, à 4 bits, vous pouvez avoir 16 codes différents, c'est-à-dire de 4-0 jusqu'à 4-1, d'accord? Maintenant, 16 lettres, l'alphabet compte plus de 16 lettres. Donc, en réalité, si je vous demanderais de coder votre alphabet, donc l'alphabet, vous allez utiliser en fait 5 bits. D'accord? Avec 5 bits, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en fait accorder pour chaque lettre de l'alphabet
un code spécifique, donc qui lui est spécifique et différent de tous les autres codes, donc des autres lettres. Ceci dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez pouvoir coder sans faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, en fait, de tout ce que je vais présenter dans ce cours pour coder, d'accord? Alors, la question clé est pourquoi on fait le cours, hein? Parce que si je suis en train de faire tout ça, c'est pour vous expliquer la raison, en fait, pourquoi on est en train de faire ce cours-là. En fait, lorsque je veux coder, d'accord, je ne peux pas coder comme je veux, d'accord, à ma foi, parce qu'il y a 2 points importants. Le premier point, c'est que lorsque j'utilise beaucoup de bits, d'accord, beaucoup de bits, donc pour représenter les différentes, par exemple, lettres de mon alphabet, et je décide de constituer un certain message que je vais envoyer, eh bien, ce nombre de bits, il va faire en fait 2 problèmes. Le premier problème, c'est que quel que soit le canal que vous allez utiliser, d'accord, a une capacité, c'est-à-dire il a un certain nombre de bits à transmettre par seconde. Et donc, si vous allez l'inonder par les bits, eh ben, il y aura un problème, d'accord? Donc, vous aurez un problème de transmission. Le deuxième point important, c'est que cette transmission, si vous allez utiliser beaucoup de bits, qu'est-ce qui va se passer? La transmission de votre information va prendre beaucoup de temps, énormément de temps. C'est pas ce qu'on veut. On veut une transmission rapide et on veut aussi optimiser le nombre de codes. Donc, coder l'information émise par une source ne consiste pas à remplacer les différentes informations par des codes binaires qui ont n'importe quelle longueur, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va donner, en plus de certains problèmes que nous allons voir après, ça va donner un grand nombre de bits à transmettre. Et là, c'est un problème pour nous. En transmission, on veut coder l'information. Il y a plusieurs règles à respecter qu'on va voir après, mais l'objectif ultime, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle une compression de la source. C'est quoi la compression? Donc, la compression pour nous, ça va être remplacer chaque information délivrée par la source, on a quel que soit le type de la source, hein, une image, un signal, par exemple, parole, des lettres de l'alphabet, peu importe, peu importe. La nature ne m'intéresse pas. Maintenant, moi, je veux coder une source d'information. Je vais remplacer, donc je vais recenser, si vous voulez, ou bien compter le nombre d'informations délivrées par la source. Chaque information, je dois lui donner un code. Ce code-là, je ne peux pas le faire d'une façon arbitraire. Pourquoi? Parce que je dois d'abord optimiser sa longueur. Là, je dois utiliser le nombre de bits le plus petit possible, qui respecte un certain nombre de règles. Et c'est ce qu'on appelle compression de la source ou bien codage source. Alors, notre travail, en fait, ce que nous allons faire dans ce cours, c'est pas la chaîne de transmission qui nous intéresse. Donc, il y a la source, il y a la réception. D'accord? Et il y a ici, donc, le canal. Maintenant, ce n'est pas la transmission qui nous intéresse, c'est les opérations qui viennent avant la transmission. Et la première opération, ça va être le codage de la source. D'accord? Le codage de la source. Maintenant, ce codage de la source, oui, je remplace donc les différentes informations émises par la source par des codes binaires. Ces codes binaires, je dois optimiser leur longueur, ça veut dire utiliser les longueurs les plus petites possibles. Et ensuite, il y aura d'autres règles qu'on va voir après parce que une fois un code posé, donc je reviens à l'exemple de l'alphabet, A, B, C jusqu'à Z. Donc, je vais poser un code pour chaque lettre, mais la source, elle ne va pas envoyer l'alphabet, d'accord? Qu'est-ce qu'elle va envoyer? Elle va envoyer un message, d'accord? Parfois, elle envoie bonjour, parfois, elle envoie balade, parfois, elle envoie cours, elle envoie ce qu'elle veut comme message, d'accord? Maintenant,
mon code sera considéré comme un code utilisable, hein, je ne vais pas dire efficace, mais je vais dire utilisable si, quel que soit le message émis par la source, le récepteur, lorsqu'il arrive à la réception, le récepteur devrait trouver un déchiffrement unique. Ce qu'on va faire à la réception, il y aura ce qu'on appelle le décodage. Le décodage source ou bien le décodage de la source. Parce que là, ça va donner la suite binaire. Donc, par exemple, ici, j'ai bonjour. Ensuite, je vais coder. Donc, chaque lettre, je vais la remplacer, par exemple, par son code. Donc, il y aura une suite binaire qui sera normalement transmise à travers un canal. À l'arrivée, à la réception, il doit y avoir, donc, c'est la séquence binaire qui va toujours arriver et le récepteur devrait remplacer les codes binaires par les lettres. Donc, il doit décoder. Maintenant, dans le décodage, le récepteur doit trouver une solution unique, quel que soit le message émis par la source. C'est là où on va dire que le code est acceptable. Ensuite, on verra quand est-ce qu'il sera accepté et efficace aussi. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le codage optimal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle codage source et on appelle le codage source, on l'appelle souvent la compression. Pourquoi on dit compression? Pourquoi on dit aussi que c'est un codage qui va en fait éliminer la redondance? Éliminer la redondance veut dire quoi? Veut dire il va en fait utiliser les longueurs les plus petites pour représenter chaque information de l'alphabet de la source. Si je reviens à mon exemple, chaque lettre, il va lui donner le nombre minimal. L'exemple que j'ai donné, je vous ai dit, vous, avec le codage classique que vous connaissez, vous allez utiliser 5 bits. Eh bien, je vous dis 5 bits, c'est beaucoup. 5 bits, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je veux écrire en langue française, il y a des lettres qui sont souvent plus utilisées que d'autres. Par exemple, le B, le A sera certainement beaucoup plus utilisé que le X, que le W. Et donc, ça ne sert à rien de donner la même longueur pour les deux lettres, et sachant que la lettre la plus utilisée, c'est la lettre qui sera la plus transmise dans le canal. Le canal, il a une capacité. D'accord? La capacité qui va faire quoi? Qui va limiter le nombre de bits que je vais pouvoir transmettre par seconde. Alors, pour assurer une bonne transmission et assurer que mon message va arriver rapidement, donc accélérer la transmission, je dois réduire au maximum la taille des codes. Donc, je dois faire une compression. Et la compression, on va voir après qu'elle sera basée sur en fait les probabilités d'utilisation. Ça veut dire l'information qui est censée être très transmise ou bien transmise très souvent par la source, elle doit avoir un code qui est comment? Le plus grand, le plus long ou le plus court, d'après vous? Plus petit. Le plus Le court, plus madame. petit. Le plus court, oui. Parce que et l'information qui sera donc émise rarement, ou bien de temps en temps, peu importe, elle peut avoir un code ou bien un mot de code long. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas donc passer par le canal très souvent. D'accord? Donc, c'est la première étape en fait du codage de l'information émise par une source. C'est le codage de source. Ensuite, il y a un autre problème lors de la transmission. Lorsque je fais la transmission, dans un canal, il y a en fait deux problèmes que je risque de rencontrer. Le premier, c'est les perturbations. Et les perturbations, ça peut être des perturbations externes, n'importe quel type de perturbations qui peuvent tout simplement transformer un 0 qui arrive à l'entrée du canal en un 1, facilement. Vous voyez? Donc, il y a cette possibilité, c'est-à-dire lorsque je transmets, lorsque je remplace mon information par des codes, d'accord, et je transmets mes informations à travers un canal, quel que soit le type du canal, hein, quel que soit, il y a toujours la possibilité d'avoir à la sortie du canal une information inversée.
grâce à une perturbation, même si c'est par exemple le bruit de fond des dispositifs électroniques. Il y a toujours cette possibilité. Par exemple, dans les appels téléphoniques, il y a les échos. D'accord? Donc, il y a toujours la possibilité de perte de l'information. Et une perte qui veut dire on est en train de transmettre une suite binaire des 0 et des 1. Le 0 peut facilement devenir un 1. Le 1 peut facilement devenir un 0. Il y a un autre problème, en plus des perturbations, c'est en fait le piratage de l'information. D'accord? Transmise. Il faut savoir que la théorie de l'information a été donc introduite par Claude Shannon dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque on envoie une information dans un cadre, par exemple, militaire, on aimerait bien que cette information soit, si vous voulez, chiffrée. On aimerait bien qu'elle soit protégée, d'accord? C'est-à-dire il n'y aura pas n'importe quelle personne qui va venir donc interférer avec le canal de transmission et qui va pouvoir, par exemple, récupérer toutes les informations transmises. Donc, il y a ce problème aussi. D'accord? Donc, en fait, c'est les deux problèmes que l'on peut rencontrer lors de la transmission d'une information. D'abord, il y a les perturbations et il y a aussi le piratage. Donc, à cause de ces deux problèmes, on a besoin de faire quoi? C'est-à-dire, avant d'inverser ou bien avant de mettre, si vous voulez, l'information dans le canal, on doit d'abord essayer de protéger l'information. D'accord? Donc, ça, c'est une opération, si vous voulez, qui n'est pas, on va dire, indispensable. Le codage de source ici, qui remplace les informations émises par la source physique, par exemple le texte dans le cas des SMS, ou bien des images, ou bien des vidéos, ou bien par exemple les phonèmes d'un signal de parole. Le codage de source qui les remplace par une suite binaire est un codage indispensable. Nous n'avons pas le choix. Quel que soit je vais transmettre, soit je vais stocker. Même si je stocke dans mon ordinateur, je stocke des 0 et des 1 en réalité. Donc, le codage de source, c'est un codage, si vous voulez, obligatoire. Par contre, protéger l'information contre les perturbations, contre les piratages, donc avant de la verser dans le canal, c'est un codage facultatif, mais très souvent on le fait, d'accord? Et on appelle cette étape-là le codage canal. Donc c'est un deuxième type d'information. Bien sûr, s'il y a un codage canal, ça veut dire avant le décodage de la source, il y aura le décodage canal. Maintenant, codage canal, décodage canal, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ce processus-là, lui, il reçoit une suite binaire, d'accord? Il reçoit un message codé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le protéger, d'accord? Il essaye de le protéger. La protection, elle se fait par quoi? Puisque vous avez une suite binaire. Dans tous les cas, à l'entrée du codage canal, c'est-à-dire de l'étape du codage canal, vous avez une suite binaire, des 0 et des 1, d'accord? Alors, si vous allez protéger, vous allez certainement ajouter des 0 et des 1, donc des bits. Et on dit, dans la théorie, on ajoute une redondance, d'accord? Donc, l'objectif du codage source consiste à coder l'information et utiliser le nombre minimal de bits, donc éliminer la redondance présente dans la source. Et éliminer la redondance présente dans la source, ça ne veut pas dire que je vais enlever des informations. C'est juste un terme qu'on utilise en théorie de l'information pour dire que je vais éliminer le nombre de bits supplémentaires que je peux donc, si vous voulez, ignorer lors du codage de source. Donc, l'objectif du codage source, c'est d'éliminer la redondance et donc comprimer la source, qui veut dire remplacer les informations délivrées par la source par des codes binaires ayant des longueurs les plus petites possibles, et le codage canal qui protège l'information. Une fois donc l'information codée, lui, il va rajouter des bits de redondance, donc des bits supplémentaires
qui permettent de protéger l'information. On va le voir après. Alors, si je reviens au contenu de ce cours, regardez. Dans le premier chapitre, nous allons nous intéresser à la source. C'est-à-dire, on va donner un modèle mathématique de la source parce que si je veux analyser une source et la coder, et je vous ai dit, c'est pas la nature de la source qui m'intéresse, d'accord? Donc, je dois lui donner un modèle, c'est-à-dire je la représente mathématiquement par quoi et comment je vais donc évaluer ou bien mesurer les informations délivrées par la source, d'accord? Donc, tout ça, nous allons le voir dans le premier chapitre. Chapitre 1, d'accord? Et en fait, il y aura un rappel très court sur les probabilités, juste le minimum qu'on va utiliser, d'accord? Ensuite, le codage de source, d'accord? Ça va être le chapitre 2, d'accord? Le codage canal, ça va être le chapitre 4. Pourquoi? Parce que, en fait, si je parle d'un codage canal et d'une protection de l'information, je dois d'abord connaître la capacité du canal, c'est-à-dire donner le modèle du canal. Et ça, c'est le chapitre 3. Et toujours, un modèle du canal, c'est pas en fait un modèle physique. C'est pas la nature du canal qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire, d'un point de vue codage et théorie de l'information, par quoi je vais représenter le canal. D'accord? Donc, en fait, le cours, il est donc réparti en 4 chapitres. Dans le premier, c'est la mesure de l'information et la modélisation de la source. Le deuxième, c'est les bases du codage de source avec les algorithmes de compression, on va dire, fondamentaux. Il y a la suite de cette matière que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, en master, pour les 3 masters, hein, quel que soit le master. Donc, vous avez la suite, c'est-à-dire les notions avancées concernant le codage source et le codage canal que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, cette année, c'est les notions de base. Donc, le chapitre 2, c'est le codage source. Ensuite, le codage canal, c'est le chapitre 4. Donc, on va revenir d'abord au canal et donc donner le modèle du canal et calculer surtout sa capacité, d'accord, pour voir comment on peut juger si une information modélisée par une source, codée par un algorithme, par exemple, de codage de source, est-ce que je peux la transmettre à travers un certain canal? C'est-à-dire le canal, je vais lui donner un modèle, quelle que soit sa nature, et avant de faire la transmission, je dois d'abord vérifier est-ce que la transmission est faisable, est-ce qu'elle est réalisable. Ensuite, le codage canal et le décodage canal, c'est en fait des algorithmes qui vont nous permettre de faire quoi? De voir comment on peut protéger l'information et comment on peut soit détecter des erreurs et parfois détecter et corriger, yani les deux. Donc, on va voir que dans certains cas, je peux uniquement détecter et dans d'autres, je vais pouvoir corriger, détecter et corriger. D'accord? Voilà, donc c'est en fait l'objectif de ce cours-là. Et là, on va revenir à la source. Donc, je vais d'abord définir, donner la définition de la source d'un point de vue codage et ensuite, je vais enchaîner sur quelques rappels des probas rapidement, d'accord? Donc, en fait, la source pour nous, donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, de la source? C'est-à-dire, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas sa nature. Qu'elle soit une image, un signal, que ça soit un texte, un message, que ce soit par exemple des mesures, on va dire, que vous avez donc réalisées, n'importe quoi, un texte que vous avez rédigé, peu importe, c'est pas sa nature. Maintenant, moi, je veux coder parce que ce qui m'intéresse, c'est pas en fait la transmission réelle, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est les opérations qui viennent avant la transmission. Donc, moi, je veux coder cette information et la préparer pour la transmission. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans une source? Ce qui m'intéresse, c'est en fait un point important, c'est le nombre d'informations délivrées par la source. D'accord? C'est-à-dire, quelle que soit la source, j'aimerais bien, donc je dois, je dois savoir, elle est en train de délivrer combien d'informations?
distinctes, d'accord? Si je reviens par exemple à l'alphabet, nous avons parlé de A, B, C jusqu'à Z. Donc là, c'est toutes les lettres de l'alphabet. Si par exemple, je vous dis, j'ai une image, par exemple, qui contient des couleurs, et je vous dis, elle contient, par exemple, 4 couleurs. Donc, on va dire le rouge, le jaune, par exemple, le vert et, par exemple, le bleu. Donc, 4 couleurs. Donc, ça veut dire 4 informations. Si je vous dis, par exemple, on va transmettre, par exemple, un fax, donc dans un texte qui est rédigé, donc une page rédigée en noir et blanc, ça veut dire il y aura 2 couleurs, noir et blanc. D'accord? Donc, il y aura 2 informations. D'accord? Donc, si par exemple, je veux envoyer l'amplitude d'un signal, par exemple, que j'ai relevé sur un oscilloscope, et je vous dis que, par exemple, les amplitudes relevées, donc il y a une première amplitude, une deuxième amplitude, une troisième amplitude, quatrième amplitude et une cinquième amplitude, il y a 5. Donc là, je vais vous dire, il y a 5 informations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour poser le modèle de la source, nous allons toujours considérer que, quelle que soit la nature de la source délivre un nombre d'informations fini, limité. Yani, on ne va jamais rencontrer une source qui délivre un nombre infini d'informations. D'accord? Il a un nombre infini, ça veut dire que vous ne pouvez pas la coder, parce que c'est-à-dire que vous ne connaissez pas toutes les informations délivrées par la source. D'accord? En fait, le premier point, la première caractéristique de la source, c'est qu'elle délivre un nombre d'informations fini. Donc, un nombre fini. C'est important. Maintenant, ces informations qui peuvent être n'importe quoi, soit des lettres, soit des couleurs, soit des amplitudes, soit des mesures, soit n'importe quoi, soit des phonèmes, par exemple, si je parle du signal de parole, d'accord? Par exemple, ça peut être des phonèmes. Euh, tout ça, toutes ces informations-là, je vais faire quoi? Je vais les regrouper et les représenter par des symboles que je vais mettre dans un alphabet, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va appeler alphabet de la source. C'est-à-dire, quelle que soit la nature de la source, je vais vous dire que, par exemple, si je prends les amplitudes d'un signal, je vous dis que la source peut être représentée par un alphabet qui contient, par exemple, 5 informations, donc 5 symboles ou bien 5 lettres. Lorsque je dis alphabet et lettres, je ne suis pas en train de parler uniquement d'une source textuelle, d'accord? Là, par exemple, c'est des volts, c'est des amplitudes. Mais juste pour les représenter théoriquement, c'est-à-dire indépendamment de la nature, je vais dire que donc j'ai 5 informations. Donc l'alphabet de la source, il est représenté par 5 lettres ou bien 5 symboles, d'accord? Maintenant, lorsque je suis en train de transmettre les informations d'une source. Et là, imaginez que vous êtes en train même soit de transmettre, si je continue sur cet exemple-là, donc vous avez relevé, vous avez donc 5 amplitudes, par exemple le 0 volt, 5 volts, 1 volt, 3 volts et par exemple 2 volts. Voilà, donc vous avez donc 5 amplitudes possibles. Donc parfois vous envoyez le 5, parfois le 1, parfois le 3, parfois le 2. À un moment donné, lorsque vous êtes en train de transmettre, d'accord, ces informations, est-ce qu'à un moment donné, on est vraiment certain de l'information ou bien de l'amplitude qui sera émise par la source? Est-ce qu'on a une certitude? Non, c'est-à-dire à tout moment, vous allez me dire, il y aura une amplitude parmi les 5, soit 0, soit 1, soit 5, soit 3, soit 2. D'accord? La même chose, si je reviens à l'exemple que vous connaissez, les lettres. D'accord? Donc, les lettres de l'alphabet. On a la source, elle sera constituée par les 28 lettres, donc de A à Z. D'accord? Et vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes en train d'écrire un message.
à un camarade, par exemple, bonjour, et il y aura la suite. Est-ce que à un moment, donc il y aura le B, ensuite le O, ensuite on est en train d'envoyer donc les lettres qui constituent votre message. Est-ce que à un moment donné, est-ce qu'on est certain de l'information qui sera transmise? Donc à chaque fois, ça va être une lettre parmi l'alphabet, d'accord? Mais il y aura parfois des lettres qui sont plus probables que d'autres. C'est-à-dire, si vous rédigez, comme je l'ai dit en français, donc il sera plus probable d'avoir le B, le 1, le E et le M, par exemple, le M, que le X, que le W, d'accord? Et donc, chaque information, à tout moment, la source d'information, quelle que soit sa nature, elle délivre un certain nombre d'informations. Ce nombre d'informations, c'est un nombre fini que je vais, d'un point de vue théorie de l'information, regrouper ou bien symboliser, si vous voulez, par un alphabet et donc affecter à chaque information un symbole ou bien une lettre qui la représente. Et ce que je sais que la source, lorsqu'elle commence à émettre ces informations, par exemple un capteur qui est en train de, je sais pas, par exemple de mesurer une température ou là n'importe quel paramètre, le capteur à chaque fois, il ramène une information, il ramène une mesure. Maintenant, le nombre de mesures possibles, il est certainement limité, mais à un moment donné, vous ne savez pas quelle mesure sera transmise par le capteur. Et donc, il y a toujours une information émise avec une probabilité. C'est-à-dire, l'information A1, elle a une probabilité PA1. L'information A2, elle a une probabilité PA2, ensuite PA3, PA4 et PA5. Et en fait, si je vous demande à un moment, je vous dis la source, elle va envoyer quelle information, vous allez me dire, à un moment donné, bien sûr, vous allez me dire, elle envoie l'information A1 avec la probabilité PA1 ou l'information A2 avec l'information PA2 ou l'information A3 avec l'information PA3, en fait, il n'y a pas une certitude. Comme je suis une certitude. Pourquoi? Parce qu'elle a un ensemble d'informations et elle va envoyer ce qu'on appelle un message, d'accord? Et ce message-là, il est certainement constitué des informations de l'alphabet, je sais. Mais à un moment donné, laquelle parmi, par exemple, les 5 sera émise par la source, je ne sais pas. Il y a certainement les probabilités qui vont avoir un rôle. Si, par exemple, vous avez des amplitudes, si je reviens à mon exemple ici, si vous avez des amplitudes qui ont les mêmes chances, donc c'est des informations équiprobables, qui ont les mêmes probabilités. Et là, vous allez me dire, donc, je n'ai aucune information. Aucune, c'est soit 1, soit 2, soit A3, soit A4, soit A5. Mais imaginez si je vous dis que sur l'ensemble HADO, je vous dis que c'est HADI 0,8 la probabilité TAHA et les autres, c'est 0,05 partout. Parce que la somme des probas, elle est toujours égale à 1. D'accord? La règle, on va la respecter même en codage. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Si je vous dis à un moment donné, quelle est l'information délivrée par la source, vous allez me dire à 80%, c'est le A1. Vous voyez? Donc, on risque d'avoir des informations plus probables que d'autres. D'accord? Et là, ça, c'est la nature de la source. D'accord? Et on va voir après comment on va estimer, mesurer ces probas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la nature de la source, la première caractéristique de la source, c'est qu'elle envoie un nombre d'informations fini. Ces informations, théoriquement, on les représente par un alphabet. Chacune, elle sera représentée par une lettre ou bien par un symbole. Et ce qui est important, c'est que chaque lettre est émise avec une probabilité qui lui est spécifique. D'accord? Et ça, c'est important. Et donc, il y a la probabilité. Ça veut dire la source, elle n'envoie pas un message certain. L'alphabet, il est là, il est certain. Les informations, elles sont là. Mais ce qu'elle est en train d'envoyer à un moment donné,
Ça peut être n'importe quelle information parmi les informations qui constituent, si vous voulez, son alphabet. Et ça, c'est un point important dans la modélisation de la source. Maintenant, le troisième point, donc, on avait dit information en nombre limité. Chaque information, bien chaque valeur est représentée par une probabilité qui est un chiffre, si vous voulez, dans l'intervalle 0,1. D'accord? Donc, c'est un chiffre, si vous voulez, dans R. Et la troisième caractéristique, ce que nous allons retenir, nous, c'est que la source, lorsqu'elle émet ces informations, d'accord, il n'y a aucune dépendance entre les informations émises. Vous allez me dire, il y a une dépendance. En réalité, il y a, d'accord, mais nous, dans notre modélisation, on va supposer que lorsque la source envoie l'amplitude, par exemple, A2, à un moment donné, cette information émise, elle ne dépend ni de l'information qui a été émise avant, ni de l'information qui sera émise après, d'accord? Donc, il y a une indépendance plutôt totale entre les informations délivrées par la source ou bien entre l'envoi des informations par la source. Pourquoi on est en train de dire ça? Pourquoi on l'impose dans la modélisation de la source? Parce que si je vous dis que A2 avec A1, là, il y aura la notion de tout ce qui est probabilité conjointe et probabilité conditionnelle. Donc, au niveau de la source, on va toujours supposer que il y a une indépendance totale. La source, elle est représentée par un ensemble de symboles, donc un alphabet, et chaque symbole est délivré par une probabilité, donc il est représenté par une probabilité. Les différents symboles, donc les différentes informations émises par la source, sont indépendantes les unes des autres, parce que si théoriquement, je dis qu'elles sont dépendantes, tout ce que je vais poser comme modèle théorique va changer, d'accord? Et de là, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le cours de traitement de signal, mais je pense que ou bien en probabilité, normalement, quand on les probas, la source, elle est représentée par quoi? Théoriquement, d'accord? Donc, une source est représentée par une variable, donc on la considère comme étant une variable aléatoire discrète. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez vu les variables aléatoires et si vous avez vu les variables aléatoires discrètes. Vous avez vu les variables discrètes, mais peut-être on ne vous l'a pas dit dans le cours de proba, mais dans le signal, je ne sais pas. شفتوهم قريتوهم؟ Oui, madame, proba. Oui, madame. Très bien. Alors, une variable aléatoire discrète, c'est quoi? C'est une fonction, d'accord, qui affecte à chaque événement, donc probabilisé, un événement probabilisé, une valeur dans R. Et la variable aléatoire discrète, on va la considérer comme étant stationnaire, je vais expliquer, et sans mémoire. Alors d'abord, c'est quoi? C'est que la variable aléatoire, c'est que si vous avez un ensemble d'événements probabilisés, si je reviens par exemple à notre source, et si par exemple, je vais prendre un exemple simplifié, j'ai par exemple une image qui contient 4 couleurs, par exemple le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Et à chaque fois, elle va donc délivrer une couleur. D'accord? Et par exemple, je vous dis que le rouge, il est plus présent, c'est-à-dire elle contient le rouge plus que, par exemple, les autres, si vous voulez. Donc, ça va être, par exemple, une probabilité de 1,5, d'accord? Par exemple, le vert, c'est une probabilité de 1/4. Et ensuite, le jaune, une probabilité de 1/2. Et le bleu, une probabilité de 1/2.
Plutôt 1 sur 8. 1 sur 8 pour avoir le total à 1. Vous allez me dire, كيفاش نجيبوهم. Je vous dis par exemple, imaginez que vous avez une image, d'accord? Une image qui contient les couleurs, d'accord? Voilà, donc comme ça et comme ça. Voilà, par exemple, هكذا. Voilà. Donc tout ça, c'est du rouge, ça, c'est du vert. Ensuite, le jaune et le bleu. Alors, les probabilités d'une source, enfin bon, je suis en train d'anticiper mes maliches. La source, quelle que soit sa nature, je vous ai dit, ça peut être un capteur qui envoie des mesures, ça peut être une image qui m'a aidé, donc qui envoie donc des pixels avec des couleurs, ça peut être un signal que vous êtes en train d'enregistrer, tout ce que vous voulez. Comment on va délivrer, en fait, connaître d'abord les informations délivrées par la source et connaître les probas, parce que une source d'information, si je ne connais pas le nombre d'informations qu'elle est en train de délivrer, et si je ne peux pas avoir une idée sur les probabilités d'émission, bien de délivrance de chaque information, je ne peux pas la coder, tout simplement. Les deux informations, elles sont capitales pour moi, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle que soit la source, on l'observe. On fait ce qu'on appelle une observation de la source. Si par exemple, comme un capteur qui est en train de ramener, je sais pas, une température, par exemple, on va dire par exemple, une tension, par exemple, chez un malade, ou là, par exemple, pour la surveillance à distance d'un malade, donc je place des capteurs qui mesurent, par exemple, sa tension, ou bien son taux de glycémie, d'accord, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais observer ce capteur qui est en train de me délivrer des informations sur une durée de temps. D'accord? J'observe. C'est-à-dire, le capteur, il est en train d'envoyer des mesures et moi, ce que je vais faire, je vais observer donc les informations délivrées, par exemple, sur un jour, sur 2 jours. Et là, je vais récolter, donc prendre toutes ces mesures-là que j'ai reçues, que j'ai observées, et je vais compter il y a combien d'informations distinctes. Toutes ces informations distinctes, pour moi, vont constituer l'alphabet de la source. Ensuite, si par exemple, j'ai observé les mesures de ce capteur et j'ai vu que le total, par exemple, il est par exemple à 1000 ou 10 000 mesures, par exemple. Donc, 10 000 mesures qui, par exemple, sont composées de 8 informations distinctes ou bien 8 valeurs distinctes. D'accord? Chaque valeur, je compte son nombre d'apparitions parmi les 10 000. Par exemple, c'est pas une mesure de température, par exemple, chez un malade, par exemple, 37,5, ensuite 38, ensuite 39, par exemple, 8 valeurs, d'accord? Sur les 10 000 mesures, je vais compter il y a combien de fois 37,5, d'accord? Et le rapport entre le nombre d'apparitions de 37,5 et le nombre total d'observations va me donner une estimation de la probabilité, d'accord? C'est ce qu'on fait pour toutes les sources que nous allons analyser. C'est ce qu'on fait en pratique, d'accord? C'est-à-dire la source, elle délivre des informations et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer cette source et ensuite vous allez estimer les probas, d'accord? Connaissant le nombre d'informations délivrées, connaissant les probabilités donc que vous allez estimer, là, vous allez pouvoir coder votre source en la considérant comme étant une variable aléatoire discrète. D'accord? Et la variable aléatoire discrète, c'est tout simplement une variable probabilisée qui prend ses valeurs selon des probas. D'accord? C'est typiquement la définition d'une variable aléatoire. Donc, si je reviens à mon exemple, je vous dis, par exemple, vous avez une image qui délivre des couleurs et vous avez la moitié, c'est du rouge. Ensuite, le 1/4, c'est du vert. Ensuite, le 1/8, c'est du jaune. Ensuite, 1/8, c'est du bleu. Donc, je vais dire que cette source d'information qui est mon image, elle est en train de délivrer 4 informations. Donc, l'alphabet de la source est composé de 4 symboles. Je peux mettre R, V, J, B. Vous pouvez mettre A, B, C, D, n'importe quel symbole. C'est pas important. L'essentiel, c'est que vous savez que la source, elle est en train de délivrer 4 informations. C'est tout. Maintenant, comment je vais
poser les probabilités, et bien tout simplement, je vais compter le nombre de points ou bien le nombre de pixels. Les points dans une image, on les appelle pixels, d'accord? Donc, je vais compter le nombre de points ou bien de pixels dans l'image et je vais compter, donc je compte le total d'abord, c'est-à-dire la taille de l'image. Ensuite, je compte le nombre du rouge et je fais le rapport. Le rapport entre le nombre total de points et le nombre de points qui prennent la couleur rouge, ça va me donner une estimation de la probabilité, par exemple, du rouge. Et je ferai la même chose pour les autres, d'accord? Donc, une fois les probabilités estimées, on avait dit, donc, cette nature-là d'avoir un nombre limité d'informations et chacune apparaît avec une probabilité, c'est typiquement la variable aléatoire discrète. D'accord? Et donc, la source, elle est représentée par une variable aléatoire discrète, stationnaire et sans mémoire. Sans mémoire, pourquoi? Parce que la mémoire dans un signal ou bien dans un processus aléatoire, c'est quoi? C'est lorsque il y a une dépendance entre les événements. C'est-à-dire lorsque l'apparition du R, dans notre cas, est liée à l'apparition du vert ou bien l'apparition du jaune, elle est liée à l'apparition du B. C'est-à-dire lorsqu'il y a une dépendance entre les événements ou bien les symboles représentant la variable aléatoire, on dit elle a une mémoire. C'est-à-dire kitbat, ou bien lorsqu'un événement se réalise, le deuxième, la probabilité de réalisation d'un autre va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance. Pour nous, la source d'information, on va la considérer comme étant sans mémoire. Yani, l'apparition du R n'a aucune relation avec l'apparition du V, n'a aucune relation avec l'apparition du J, n'a aucune relation aussi avec l'apparition du B. Aucun événement n'est lié à l'autre. Et donc, on dit que la source est sans mémoire. On dit aussi elle est stationnaire. La stationnarité concerne quoi? Concerne les probabilités. Lorsque, et là je reviens à l'exemple du capteur, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous placez par exemple un capteur de température sur un malade, par exemple pour le contrôler à distance, et le capteur va par exemple chaque 30 minutes ou bien chaque par exemple 60 minutes, il va relever la température de ce malade-là, d'accord? Et il va donc l'envoyer, par exemple, à une station pour analyser donc automatiquement et faire si vous voulez, la surveillance de ce patient à distance. Je vous ai dit, pour estimer les probas, je vous ai dit, on doit observer, c'est-à-dire récolter les mesures envoyées par le capteur, par exemple, à travers, je sais pas, une carte, par exemple, XB ou là, un Wi-Fi ou là, et par exemple, je l'observe sur 24 heures. Maintenant, si je fais une observation sur 24 heures et lui, il relève la température chaque 60 minutes, donc une fois par heure, donc il va m'envoyer 24 mesures, d'accord? Si la durée d'observation change, par exemple, j'observe sur 3 jours, sur 4 jours, sur une semaine. Lorsque la durée d'observation change, donc j'aurai quoi? J'aurai plus de mesures et donc j'aurai un résultat ou bien une estimation différente des probas parce que l'observation pour estimer les probas. Donc les probabilités que je vais estimer sur une durée d'observation T1, par exemple un jour, et les probas que je vais estimer sur une autre durée d'observation, T2, par exemple 2 jours, 3 jours ou une semaine, ne sera jamais la même, d'accord? Elle n'est pas la même. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer, parce que nous, on ne peut pas observer tout le temps et on ne peut pas, on observe, d'accord? Donc en réalité, on observe pour une durée T, on estime les probas et on passe au codage, d'accord? Et vous allez voir après que le codage, il se base sur les probabilités. Si vous ne connaissez pas les probas, vous ne pouvez pas coder. On va coder les probas en réalité, d'accord? Alors les probabilités que j'ai estimées sur une durée d'observation, elles peuvent changer si la durée d'observation change. Mais nous, qu'est-ce qu'on va supposer? Dans notre modèle, on va dire la source est stationnaire. Stationnaire, elle veut dire quoi? Elle veut dire que les probabilités ne changent pas en fonction du temps. C'est une supposition, d'accord? On suppose, hein? C'est pas
la vérité. Mais on n'a pas de choix parce qu'en réalité, en pratique, je ne peux pas continuer à observer une source sur une durée infinie de temps. Je suis obligée de me limiter sur une durée et donc estimer mes probabilités, passer au codage pour transmettre, d'accord? Et donc, on suppose que c'est en fait que c'est stationnaire, يعني les probabilités ما يتبدلوش. Maintenant, si je reviens donc au rappel de proba, donc rapidement, pour les rappels de probabilité, si je vous dis Madame, donc, oui, oui, madame, vas-y. t'as son mémoire, c'est-à-dire quoi? Sans mémoire, يعني, on va toujours supposer. Donc, je reprends avec mon exemple. Donc, vous avez une source qui envoie dans 4 couleurs. On avait dit les 4 couleurs, donc 4 informations. On va donc les regrouper et les représenter par des symboles constituant un alphabet de la source. Ça, c'est la théorie Barka. Yani, on donne des symboles. Ce qui nous intéresse, c'est chaque information, d'accord, elle est émise par quelle probabilité. Donc, je vous ai dit, la probabilité, on va le voir à travers les exercices en TD, que les probas, très souvent, on va les estimer huitièmes, plutôt pour avoir un total égal à 1. Alors, la source, je vous ai dit, on la suppose comme étant une source sans mémoire. Sans mémoire, il n'y a pas de dépendance entre les informations délivrées par la source. Yani à un instant N, ou là un instant T si vous voulez. La source, elle envoie R, plutôt B, j'ai mis B. Lorsque la source envoie B, pour moi, l'apparition de B n'est pas liée à l'information qui a été émise avant et elle ne va pas influencer l'émission future de la source. Yani, tout ce que la source a envoyé avant n'a pas influencé l'apparition de B, d'accord? Et l'apparition de B à l'instant T n'influence pas ce que la source va envoyer après. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que s'il y a une influence, on va le voir à travers l'information mutuelle. Laisse l'information mutuelle parce que la dépendance, on va la voir pour le canal, pour le calcul de la capacité. Regardez, si je vous dis il y a une dépendance, regardez par exemple entre le R et le B, d'accord? Et par exemple, lorsque le B se réalise, c'est un événement, d'accord? Ou bien lorsque la source envoie B, vous aurez plus de chances d'avoir après un R parce que R dépend de B. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la probabilité d'apparition de R parce que la probabilité d'apparition de R, elle sera quoi? Il y aura ce qu'on appelle P de R, sachant quoi? Sachant B fois. Probabilité conditionnelle. Oui, il y aura la probabilité conditionnelle, bien sûr. La conditionnelle et la a posteriori, on va les voir toutes les deux. Nous allons utiliser la probabilité conditionnelle, d'accord? On revient à notre chaîne parce que je vous ai dit, ce premier chapitre, c'est typiquement un chapitre de mesure d'information. Donc, il y a le codage global, hein, يعني source et canal, et il y aura ici le canal. Alors, pour ce chapitre-là, on va parler de la probabilité conditionnelle. Dans ce chapitre, on va parler de la probabilité a posteriori. On va parler de l'information mutuelle. Pourquoi on va donc parler de toutes ces informations-là et on va apprendre à les calculer surtout? Parce qu'on aura besoin dans la modélisation du canal. Dans la modélisation du canal, regardez, entre l'entrée et la sortie du canal. Yak. Hna X ou hna Y. L'entrée du canal et la sortie du canal. La sortie du canal, elle est obligatoirement dépendante de son entrée. D'accord? C'est-à-dire tout ce que je vais observer à la sortie du canal dépend obligatoirement de l'entrée. Parce que si je vous dis que Y, la sortie du canal, ne dépend pas de l'entrée, d'accord, du canal, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire tout ce que vous êtes en train d'observer à la sortie du canal, vous voyez,
par ce que la source est en train d'émettre. D'accord? Et donc, dans le canal, on va obligatoirement travailler avec la probabilité, par exemple, conditionnelle. Et à un moment, donc par exemple dans la détection des signaux en transmission, surtout donc CNA par exemple, l'année prochaine en communication numérique avancée, on va vous parler aussi de la détection des signaux et donc vous allez parler de la probabilité a posteriori. Le canal, la sortie du canal, s'il y a une bonne transmission, d'accord, une transmission parfaite, ok, et donc sans perturbation, sans rien, tout ce que vous allez observer à la sortie du canal, c'est les informations qui arrivent à l'entrée. Si le canal est parfait, si c'est un canal non bruité, vous voyez. Et donc, plus le canal est bon, plus l'information, la probabilité conditionnelle, se rapproche de 1. Donc ça, c'est au niveau du canal. Donc, dans ce chapitre, on va parler de la probabilité conditionnelle. Pour l'information mutuelle, mais c'est une probabilité qui ne sera pas appliquée à la source. Hein. Elle sera appliquée en réalité entre l'entrée et la sortie du canal. C'est important parce que si vous me dites la sortie du canal n'a pas de relation avec l'entrée du canal, ça veut dire que vous êtes en train d'observer à la sortie du canal un bruit. D'accord? Maintenant, je reviens à la source. Au niveau de la source, cette probabilité ne doit pas avoir lieu parce que la source est sans mémoire. Sans mémoire, elle a envoyé B, mais c'est tout. Et donc, à un moment, lorsque l'instant T plus 1 arrive, lorsque l'instant T plus 1 arrive, eh ben, elle oublie tout ce qu'elle a déjà envoyé et elle va envoyer une certaine information. Et donc, la probabilité d'apparition des informations, il y a des 1 sur 2, 1 sur 4, 1 huitième, 1 huitième. Autrement, P de R, s'il y a une dépendance, et si je vous dis R dépend de B et elle a envoyé B, la probabilité d'apparition de R doit augmenter. Parce qu'il y a une dépendance entre B et R. Et la probabilité d'avoir J et V doit diminuer parce qu'il n'y a pas une dépendance. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit la source, on la considère toujours sans mémoire. Sans mémoire, la probabilité d'émettre R, B, J et V dépend uniquement des probabilités initiales que vous avez estimées lors de l'observation de votre source. D'accord? Sinon, toutes ces probabilités, à tout moment, il faut les modifier. C'est-à-dire, s'il y a un événement qui arrive, s'il y a un autre événement qui lui est dépendant, il va devenir plus probable et ceux qui sont indépendants vont devenir moins probables. Et donc, il y aura toujours un changement dans les probabilités conditionnelles, dans les probabilités conjointes. D'accord? Voilà. فهمتيني؟ Allô? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Oui, madame, أنا معاك أنا معاك. Voilà, donc je reviens à... On va enchaîner. Donc rapidement sur rappeler rapidement les différents types de probas. Donc je vous ai dit d'abord les probabilités initiales et principales pour nous dans une source sont donc les probabilités qui représentent les informations. Et je vous ai dit, c'est des probabilités que vous allez estimer en observant la source. Maintenant, si je parle de dépendance entre des événements, si vous avez un événement E1 qui est en relation avec E2, et là, et je vous dis que E1 ou bien E2 se réalise, juste pour rappeler, normalement, je fais les probas, avant E1. Donc, la probabilité de E1 sachant E2, c'est une probabilité conditionnelle, n'est-ce pas? La probabilité conditionnelle, elle veut dire quoi? Elle veut dire l'événement qui est là, il se réalise avant le premier, d'accord?
Et donc, la probabilité conditionnelle, elle est égale à quoi? Par la règle de Bayes. P1 intersection E2 sur P1. Donc, c'est la conjointe, n'est-ce pas? Si je vous dis la conjointe comme ça, sur P de quoi? Oui? E2, oui. E2, toujours le deuxième. D'accord? Donc, en fait, la probabilité conjointe, donc selon la règle de Bayes, elle est égale à cette expression. On avait dit E2 se réalise avant E1. Donc, la proba conjointe, donc E1 et E2, donc c'est P de E1 sachant E2, parce qu'on a E2, où il se réalise avant, que multiplie P de E2. D'accord? Maintenant, elle est égale aussi à E2, E1, que multiplie P de E1, n'est-ce pas? Hadi, c'est quoi? Hado, c'est les probabilités de réalisation des événements, n'est-ce pas? Hadi, la première, c'est la probabilité conditionnelle. P de E1 sachant E2. Pourquoi? Parce que E2 se réalise avant E1. Maintenant, la deuxième, P de E2, Hadi, si vous voulez, sachant E1. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux dire P de E2 sachant E1? Sachant que E2 se réalise avant E1. Est-ce que c'est logique? Oui ou non? Il s'agit de quelle probabilité, Hadi? Est-ce que c'est une probabilité conditionnelle? C'est ma question. Oui? Normalement, oui, madame. Non, non. C'est pas une probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on appelle en fait la مدام probabilité. Oui, نقدر نقولوا باللي E1 pour avoir E1 il faut causer E2 d'abord non voilà, c'est une probabilité de cause. Et la probabilité de la cause, on l'appelle la proba a posteriori. هذه هي la probabilité a posteriori. La probabilité a posteriori, وقتاش نستعملوها donc en télécommunication, نستعملوها dans l'estimation des signaux, d'accord? Nous, ce que nous allons utiliser beaucoup plus, c'est celle-là. نقدروا نستعملوا les deux, bien sûr, dans les exercices et tout, parce que ça dépend de ce qu'on va vous donner comme proba, d'accord? Et je vous ai dit, les trois probabilités conjointes, conditionnelles, a posteriori. Donc, ce qu'il faut retenir là, a posteriori, c'est quoi? C'est lorsque hada, le deuxième événement que j'ai mis là, il se réalise après le premier. C'est-à-dire, lorsque hada, il se réalise avant, on est en train de parler d'une probabilité conditionnelle. Il y a la conditionnelle. C'est là où je vais dire que A sachant B. Donc, A sachant B, si B se réalise avant A, c'est une conditionnelle. Maintenant, si le A se réalise avant B, c'est la a posteriori. Plutôt le B se réalise avant A, c'est-à-dire le A se réalise avant B, c'est-à-dire hada il se réalise avant, c'est pas une conditionnelle, c'est la probabilité que A soit la cause de B, l'origine de B. Ça veut dire l'événement B a plusieurs causes, mais la probabilité que A soit la bonne cause de son apparition, c'est P de A slash B, et on l'appelle la probabilité a posteriori. Donc en télécommunication, en estimation des signaux, nous utilisons la a posteriori. Maintenant, les trois types de probas dans notre cours, on va les utiliser effectivement entre quoi et quoi? On va les utiliser donc pour mesurer l'information mutuelle entre l'entrée et la sortie du canal.
D'accord? Bien sûr, comment mesurer l'information, on va le faire dans ce chapitre parce que c'est un chapitre dans lequel on va apprendre à mesurer tous les types d'informations qu'on va utiliser après dans le codage source et dans le calcul de la capacité du canal. D'accord? Mais il faut savoir que dans les exercices, je vais vous dire dans la première série, par exemple, je vais dire deux sources A, B ou bien X, Y et je vous dis calculez-moi l'information mutuelle, l'entropie mutuelle, tout ça. Mais il faut savoir que X, Y pour moi, en pratique, ça va être l'entrée et la sortie du canal. C'est pas des événements qui appartiennent à une même source, d'accord? C'est pas entre deux événements d'une même source. Les événements d'une source, ما عندهم لا هادي لا هادي. D'accord? C'est-à-dire P de R, par exemple, si je reviens à mon exemple, on a la source, elle est sans mémoire, ça veut dire que ça va être P de R que multiplie P de B. D'accord? P de R que multiplie P de B. Il n'y a pas de relation, vous voyez. Maintenant, un autre rappel rapide, c'est sur les moments statistiques d'une variable aléatoire. Certains, je crois, ont vu, mais à la baliche, les autres, si vous avez vu les moments statistiques, on avait dit une source, je reviens toujours à mon exemple, donc une source qui émet 4 informations, d'accord, avec ses probabilités. Voilà. Et on avait dit, donc théoriquement, pour nous, la seule variable, ou bien le seul concept théorique qui possède cette représentation, c'est X plutôt, c'est la variable aléatoire discrète. D'accord? Donc, c'est la variable aléatoire discrète. Maintenant, pour la variable aléatoire discrète, très souvent, parce que si on veut analyser d'une façon statistique une variable aléatoire, il est très difficile pour nous, ou bien n'importe quelle variable probabilisée. Parce que j'ai pris 4 informations possibles. Imaginez que, par exemple, je prends l'alphabet, par exemple pour les SMS, et donc je prends toutes les lettres de A à Z, et je vais vous dire, le A, il est délivré par une probabilité de, je ne sais pas, 1 par exemple sur 15, ou le B, 0,002. Donc, je vous donne les différentes probas. Maintenant, si je vous dis, représentez-moi la source et calculez, ou bien donnez-moi l'information délivrée par la source à un instant T, vous allez me dire, elle donne A avec la probabilité de A, ou bien B avec la probabilité de B, ou bien C avec la probabilité de C. Ça, c'est pas une analyse, si vous voulez, statistique correcte. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle nous les moments statistiques. Pourquoi on calcule les moments statistiques? On les calcule pour représenter le comportement et les valeurs prises par une variable probabilisée. Donc, au lieu de vous dire ma source, elle donne R avec une probabilité 1,5, B avec une probabilité 1 sur 4, je vais en fait représenter la source par ces moments statistiques tels que la moyenne, par exemple, la puissance, la variance, l'écart type, etc. Maintenant, les moments statistiques d'une variable aléatoire discrète, normalement, dans les probas, donc d'abord, on les appelle moment statistique. Si par exemple, je vous dis, par exemple, donnez-moi la moyenne des valeurs prises par cette variable. C'est vrai que c'est une source, mais on avait dit, on la représente comme étant une variable aléatoire discrète qui prend 4 informations différentes, chacune est liée à une probabilité donnée, et j'ai donné donc les probas 1,5, 1 sur 4, 1 huitième, 1 huitième. Si je vous dis, calculez-moi la moyenne de cette variable, une variable probabilisée, vous ne pouvez pas lui faire un calcul d'une moyenne arithmétique. D'accord? Donc, je ne peux pas, par exemple, calculer la moyenne quand, par exemple, une variable, n'importe quelle variable qui prend, par exemple, 3, 10, je ne sais pas, qui prend n'importe quelle valeur, 100, 150. La moyenne, vous allez faire la somme et vous allez diviser par 4. C'est la moyenne arithmétique. Elle est valable pour une variable
qui n'est pas probabilisée pour une variable déterministe. D'accord? Maintenant, lorsque la variable prend ses valeurs avec des probabilités, et je vous dis, donnez-moi en moyenne, d'accord? Par exemple, imaginez que je vais vous dire ça. Le R, je le représente, par exemple, hein, par 1, Hada par 10, Hada par 11, Hada par 0, par exemple. Et je vous dis, 1, 10, 11, 0. Et on peut les considérer comme étant des codes aussi. Hein. Bien sûr, c'est des mauvais codes. Hein. Mais par exemple, je peux les considérer comme étant des codes et je peux les considérer comme étant des valeurs. Si je vous dis, donnez-moi la moyenne, vous ne pouvez pas me dire 1 plus 10 plus 1 sur 4. Pourquoi? Parce que les valeurs, elles sont prises avec des probas, d'accord? Et toute variable probabilisée, d'accord, qui prend ses valeurs avec des probas, c'est une variable pour laquelle vous ne pouvez pas calculer les moyennes arithmétiques. Vous êtes obligé de passer par les moments statistiques. Et donc, la moyenne taha, c'est l'espérance mathématique. D'accord? D'une manière générale, les moments statistiques d'une variable, donc le moment statistique d'ordre n, d'accord, c'est quoi? C'est la somme sur i, donc des valeurs prises à la puissance n que multiplie la probabilité de x. Donc, si je modélise ma source par des chiffres que je vais donner dans R, j'ai fait exprès de prendre des chiffres en binaire qui contiennent que des 1 et des 0, mais dans la définition globale d'une variable aléatoire discrète, je peux prendre n'importe quel chiffre dans R. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de dire R, je peux donner 1, je peux donner 15, 14, d'accord? Au lieu de dire B, je peux donner 2, 3, 4. L'essentiel, c'est que ma source, elle possède 4 informations distinctes. Si je veux la représenter par une variable aléatoire discrète, chaque symbole ou bien chaque information de la source, je la représente par exemple par un chiffre dans R. Et ce chiffre-là, au lieu de dire la source, elle donne le rouge avec une probabilité 1,5, je vais dire ma variable aléatoire, elle envoie par exemple le 1 avec une probabilité 1,5. Donc là, je suis en train de simplifier l'analyse statistique de ma source. Et je vais dire que ma source, elle prend par exemple 10 avec une probabilité 1 sur 4. Au lieu de dire, elle envoie la couleur bleue avec une probabilité 1 sur 4. Maintenant, si je veux calculer les moyennes, donc statistiques, je ne peux pas passer par l'arithmétique. Donc je fais la somme et je divise par 4. Pourquoi? Parce que même si je remplace chaque symbole ou bien chaque information par un chiffre appartenant à R, le problème c'est que l'apparition de ce chiffre elle est liée à une proba. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on calcule l'espérance mathématiques ou bien les moments statistiques. Donc, les moments statistiques d'une source ou bien d'une variable aléatoire. Pourquoi on les calcule? Parce que la variable aléatoire ou bien la source, elle prend ses valeurs avec des probas. Et donc, vous ne pouvez pas prendre les valeurs, les sommer, les diviser sur le nombre de valeurs ou bien le nombre d'informations et me dire voici la moyenne. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui ne sont pas certaines. C'est des valeurs prises selon des probas. C'est la raison pour laquelle, pour les moments statistiques, en réalité les moments donc, statistiques. Et donc, voici l'expression globale. Donc, la moyenne de la source, donc c'est le moment d'ordre 1. Donc, c'est E de x, c'est la somme donc de x, p de x. Donc, si je reviens à mon exemple, ça va être donc le 1 que multiplie 1,5 plus le 10 que multiplie 1 sur 4 plus le 11 que multiplie 1 sur 4. Pour le quatrième, j'ai mis 0, hein, donc ما نحسبوش. Et là, le résultat, ça va être la moyenne de la variable aléatoire. D'accord? La puissance, c'est le moment d'ordre 2. D'accord? Ça veut dire c'est la somme de x au carré que multiplie les probas.
Donc, c'est le même travail, mais vous allez prendre toutes les valeurs au carré. D'accord? Et la racine carrée de la puissance, ça va être la valeur efficace, d'accord, de la variable. Voilà. Et la variance et l'écart type, c'est la racine de la variance, donc le STD. Donc, c'est des moments statistiques que l'on calcule lorsque on veut analyser statistiquement une source. Hein. On va le faire, nous, sous forme de rappel dans les exercices de la première série. Mais dans le codage, les statistiques, on ne va pas les utiliser en réalité. Les probas et on va coder. On peut avoir besoin plus tard, par exemple, de calculer la variance, l'écart type d'un code, d'accord, pour évaluer un code. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire ces rappels. Donc, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est en fait la puissance, donc l'espérance de x carré, moins le carré de la moyenne. D'accord? Qu'on vient de calculer. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai envie de rappeler pour les probabilités. Maintenant, je veux en fait parler de l'information et de la mesure de l'information parce que c'est l'important pour nous. Donc, on va faire une petite introduction et on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Alors, je reviens donc à mon exemple. Donc, on avait dit la source. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas sa nature. Ce qui nous intéresse, c'est les informations. Donc, en termes de nombre. C'est-à-dire, la source, si je veux la coder avant donc de la travailler, je dois d'abord l'observer. En observant cette source, je vais donc extraire deux choses. D'abord, le nombre d'informations distinctes délivrées par la source. Ça, c'est important. Et ensuite, je vais pouvoir estimer la probabilité, donc les probas des informations. C'est-à-dire, chaque information, je dois lui estimer sa probabilité d'apparition. D'accord? Voilà. Maintenant, la source, cette source qui est en train de délivrer des informations. Je vous donne par exemple un exemple, on va dire, de toujours des SMS, parce que là, vous allez pouvoir, c'est-à-dire interpréter facilement. Vous avez une source textuelle, donc les lettres de l'alphabet, on considère uniquement les lettres. Et la source, on avait dit, la source, elle ne va pas envoyer l'alphabet. La source, elle n'envoie jamais l'alphabet, d'accord? Elle envoie des messages. Donc, nous, c'est vrai qu'en codage, on a chaque lettre sera remplacée par un code, d'accord? Binaire, par exemple, comme ça. Et ainsi de suite. Chaque lettre aura son propre code. Ensuite, une fois donc le code fait, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc transmettre un message. Alors, imaginez que vous êtes en train de recevoir un message, donc la source est en train de vous envoyer un message textuel, d'accord? Et, par exemple, donc la première information qui arrive, c'est un B. Maintenant, si la première information, la première lettre qui arrive, vous voyez que c'est un B, on sait qu'il est fort possible de recevoir donc à la prochaine transmission un A ou bien un O, par exemple. Et il sera pratiquement impossible de recevoir un M, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que vous êtes en train de recevoir ces informations, vous recevez le B et vous voyez que l'information suivante était un M. D'accord? Sachant que le A était beaucoup plus probable pour vous. Le O était beaucoup plus probable pour vous. Alors, d'un point de vue information, c'est-à-dire d'un point de vue connaissance, si vous observez le A après le B ou le O après le B, est-ce que
vous allez être surpris. Non, parce que pour vous, c'était prévisible, d'accord? C'était presque certain. Mais si vous observez le 1, là, il y aura donc une information qui n'était pas prévisible, qui n'était pas vraiment attendue. Et c'est en fait de ce concept-là que Shannon a estimé ou bien a mesuré la quantité d'informations. Donc lui, la source pour lui, c'est vrai. Donc j'ai une source, quelle que soit sa nature. Je connais le nombre d'informations délivrées par la source. Je connais la probabilité d'apparition de chaque source. Maintenant, le troisième élément que je dois donc avoir, c'est de mesurer l'information. Et la question, c'est comment on va mesurer l'information. L'information pour le récepteur, hein, pour la personne qui va recevoir, d'accord? Mesurer cette quantité d'informations en bits, c'est-à-dire on veut que l'apparition de chaque information qui est liée à une proba, on le sait, on veut la représenter par un certain nombre de bits. Et donc, on veut mesurer la quantité d'informations gagnées, si vous voulez, lors de l'apparition de chaque information de l'alphabet de la source. Maintenant, par quoi on va la mesurer? On va la mesurer par bit. Comment on va la mesurer? Alors, pour Shannon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, vous gagnez beaucoup d'informations en tant que récepteur lorsque une information rare arrive et non pas une information attendue, une information prévisible. Si par exemple je vais consulter la lettre, plutôt la liste des étudiants qui sont présents avec nous et je vois par exemple un nom, est-ce que je serai surprise qu'il soit avec nous? Non. Je sais qu'il est là. Je suis certaine qu'il est présent, d'accord? Par contre, imaginez que, par exemple, j'ai consulté la liste des présents maintenant et, par exemple, dans 2 minutes, je refais la consultation et je trouve un nouveau nom. Donc, l'apparition de ce nouveau nom, donc une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre, pour moi, c'était quelque chose à laquelle je m'y attendais pas. Vous voyez? Et donc là, c'était j'ai gagné une information. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous transmettre le message, mais c'est juste pour vous dire que les informations qui sont certaines, imaginez que par exemple, vous êtes en train d'envoyer un signal, les amplitudes d'un signal, et votre signal, il prend comme amplitude 5 volts. Donc, à chaque fois que le récepteur reçoit 5 volts, 5 volts, est-ce qu'il va gagner une information inconnue pour lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, il sait que l'émetteur va lui envoyer un signal avec une amplitude de 5 volts. Mais si à un moment, il reçoit un 2 volts, là, c'était une information inattendue. Et donc, c'est là où il va gagner en termes d'information, d'accord? Et donc, pour Shannon, il dit quoi? Il dit que l'information est mesurée par la quantité d'incertitude qu'elle va en fait lever. Voilà, tout simplement. Une information certaine pour le récepteur, elle ne donne aucune information supplémentaire. Il sait qu'elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle est certaine. D'accord? Maintenant, si l'information n'est pas certaine, parce qu'on avait dit que toutes les informations délivrées par la source, elles ont des probas, elles apparaissent avec des probas. Maintenant, avec ces probabilités, si je reviens à mon exemple, on avait dit rouge, par exemple, bleu, jaune et vert. On avait dit un demi. Donc, 50% des informations délivrées par la source, c'est le R, c'est la couleur rouge. D'accord? Ensuite, 25%, c'est le bleu. Ensuite, 12,5%, donc pour les deux autres. D'accord? Alors, 50% c'est du rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information la plus probable, c'est la couleur rouge. Et donc, pour le récepteur, il sait que à 50%, pour 2 informations sur 2, l'une, ça va être le rouge pour lui. D'accord? Donc, l'apparition du rouge ne lui apporte pas beaucoup d'informations. Par contre, l'apparition du vert, qui est une information rare,
c'est elle qui va lui apporter de l'information. Et donc, Shannon a mesuré la quantité d'informations donc délivrées par une source par, si vous voulez, l'inverse de la probabilité. D'accord? Donc, pour lui, l'apparition de chaque information, elle donne une quantité d'informations qu'on va appeler information propre. D'accord? Et cette information propre, elle sera donc, par exemple, représentée par I, par exemple, de A, et ça va être le moins le logarithme de la base 2. Pourquoi on utilise le logarithme dans la base 2? Parce qu'on va coder en binaire, tout simplement. D'accord? 0 et 1. D'accord? Donc, moins logarithme de sa probabilité, P de A. Pourquoi? Parce que pour lui, plus l'événement possède une grande proba, yani proche de 1, et donc plus il devient certain, moins son apparition va donner de l'information au récepteur, parce que le récepteur s'attend à le recevoir. Par contre, lorsque l'information est rare et donc elle a une probabilité très petite, proche de 0, la quantité d'information en bits, d'accord, on mesure en bits, qu'on va gagner lors de l'apparition de cette information sera importante, d'accord? C'est la raison pour laquelle il y a donc moins le logarithme. Et là, vous voyez que si je prends logarithme de 1, d'accord? Donc la quantité d'information, c'est 0, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'événement ou bien l'information, elle est certaine, tout simplement. Si elle est certaine, ça veut dire d'accord, je sais qu'elle va se réaliser. Donc en fait, la mesure de l'information, donc établie donc par Shannon, c'est en fait pour lui, je mesure la quantité d'informations en bits. Pourquoi en bits? Parce que après, je vais coder en bits et je vais transmettre en bits. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Chaque information délivrée par la source. Donc, par exemple, ici, dans notre exemple, nous avons 4. Et donc, pour lui, chaque information, son apparition, elle donne une certaine quantité de connaissances au récepteur. Et cette connaissance-là, elle est inversement proportionnelle, si vous voulez, à la probabilité. Yani, plus l'événement ou bien l'information possède une grande probabilité, ça veut dire la source va les mettre beaucoup, elle va l'envoyer beaucoup, et bien le récepteur, il ne reçoit pas une grande information, il s'attend. D'accord? Par contre, les événements qui sont émis rarement, c'est là où le récepteur va gagner beaucoup d'informations. Et donc, pour notre exemple, donc pour, par exemple, le R, donc je vais prendre moins logarithme, donc toujours dans la base 2, d'accord? Donc, logarithme de 2, c'est dans la base 2, mais très souvent, je ne mets pas le 2. D'accord? Donc, je l'ai spécifié parce que c'est la première fois. Mais il faut savoir que lorsqu'on met log dans le codage et la théorie de l'information, on est en train de parler de la base 2. Si on veut changer, et ça c'est rare parce qu'on va voir après dans le codage source, on va évoquer le codage par exemple ternaire, par exemple avec 3 symboles, il y a les 0 et 1 et par exemple 2, par exemple, c'est des codages théoriques, c'est pas des codages pratiques. En pratique, quelle que soit l'efficacité du code, on code toujours en binaire, uniquement en binaire. Et donc, toute la théorie du codage qui utilise les logarithmes, on va les utiliser partout dans la mesure de l'information. Eh ben, c'est le logarithme dans la base 2, même si on ne le spécifie pas. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de vous écrire le 2 Naya à chaque fois. Donc, c'est la base 2. Donc là, j'aurai donc pour 1 demi moins logarithme de 1 demi, donc qui sera égal à logarithme de 2. Et donc, dans la base 2, c'est 1 bit. D'accord? Je ferai la même chose pour 1 sur 4. Donc, moins log de 1 sur 4. Ça va me donner logarithme de 4 et ça va me donner 2 bits. Voilà. Désolé, hein, parce que le stylet m'a recherché.
Et la même chose donc pour le 1 huitième. Donc pour le 1 huitième, donc ça va être moins logarithme de 1 sur 8 et ça va donc me donner logarithme de 8 et donc ça va me donner 3 bits. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour l'information propre. Ok. Voilà, donc ça va être logarithme de 8 et ça va donner 3 bits. Donc ça c'est en fait la mesure de l'information dans la théorie de Shannon. C'est que il prend la source, je vous ai dit, quelle que soit sa nature ne l'intéresse pas. Il observe la source sur une durée de temps, il recense le nombre d'informations délivrées par la source, il va les représenter ou bien les grouper, si vous voulez, dans un alphabet, juste pour représenter chaque information par un symbole donné. Mais le vrai travail, c'est l'estimation des probabilités. C'est-à-dire, il observe la source sur une durée de temps, il collecte le nombre d'observations, donc le nombre d'informations totales délivrées par la source, à partir duquel il va donc recenser les informations distinctes. Ensuite, il calcule le nombre d'apparitions de chaque information, d'accord? Ou bien la fréquence d'apparition. Ce nombre d'apparitions, il va donc le diviser par le nombre total d'observations pour estimer les probas. Une fois les probabilités estimées, c'est là où on commence à analyser la source d'un point de vue théorie de l'information. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord estimer les informations délivrées par chaque information, donc par moins logarithme, la probabilité. Et ce qui l'intéresse Rouen, en réalité, c'est pas l'information délivrée uniquement par chaque information, mais plutôt c'est la moyenne, d'accord? C'est l'information ou bien la quantité d'informations moyennes délivrées par la source. Parce que là, regardez, je suis en train de prendre un exemple très simple, d'accord? J'ai pris 4 informations. Donc, avec 4 petites probas, déjà, si je prends l'information textuelle, donc les lettres de l'alphabet, donc j'ai les 28 lettres, et là, je vais donc calculer pour chaque lettre une information propre. Et ce qui nous intéresse, nous, dans le codage, c'est la quantité d'informations globales délivrées par la source, en bits, bien sûr. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire quelle est la quantité d'informations délivrées par la source. Vous allez calculer l'information propre pour chaque lettre parce que vous connaissez les probas. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, elle envoie, par exemple, dans le cas de mon exemple, pour le R, vous allez me dire, elle envoie un bit en quantité d'information si elle délivre le R. Elle envoie 2 bits en quantité d'information si elle envoie par exemple le B et le jaune, et elle envoie 3 bits en quantité d'information si elle envoie le vert. Alors pour les lettres de l'alphabet, vous allez calculer kiff les informations propres et vous allez me dire, elle envoie par exemple pour le A, ça va être par exemple 2 bits. Vous allez me dire 2 bits si elle envoie le A, par exemple 3 bits pour le B, ça marche pas, vous voyez. Et il n'y a pas que ça, vous pouvez avoir en pratique une source d'information qui possède un alphabet ou bien un nombre d'informations délivrées beaucoup plus grand. Imaginez que la source, par exemple, envoie une centaine d'informations distinctes. Et vous avez les probas, vous allez calculer les informations propres. Mais si je vous dis quelle est la quantité d'informations délivrées par la source, vous n'allez pas me dire si elle envoie l'information A, donc la quantité d'informations de bits, si elle envoie B, c'est on ne va pas dire ça, mais en fait, on va calculer la moyenne des informations propres. يعني les informations propres qui sont égales à moins le logarithme, si vous voulez, de la probabilité de chaque information, on va prendre leur moyenne. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la quantité d'informations moyennes délivrées par la source. Cette quantité d'informations moyennes, on l'appelle tout simplement, donc c'est un N, entropie de la source. هذه هي l'entropie.
L'entropie de la source, c'est en fait la moyenne de toutes les informations propres que vous allez calculer. Mais rappelez-vous, si je reviens à mon exemple, donc le bleu, le jaune et le vert, عندنا les probas, حسبناهم. Ensuite, on a calculé les informations propres. On a هذا c'est 1 bit, هذا c'est 2 bits, هذا 3 bits, هذا 3 bits. D'accord? Et là, pareil, la source, elle envoie 1 bit si elle émet le R, elle envoie 2 bits, la quantité d'informations qu'elle donne, si elle délivre le B. Ensuite, c'est 3 bits si elle émet le jaune ou bien la couleur verte. D'accord? Et donc, toujours, il y a une probabilité. C'est la raison pour laquelle, si je veux calculer l'information propre ou bien la quantité d'informations moyenne délivrée par la source, je ne peux pas prendre 1 plus 2 plus 3 plus 3 et diviser par 4. Parce que le 1 bit, elle le délivre avec une probabilité 1 demi. Le 2 bits, elle le délivre avec une probabilité 1 sur 4. Et 3 bits, elle le délivre 2 fois avec une probabilité de 1 huitième. Alors, du moment que c'est délivré avec des probabilités, yani la quantité d'informations moyenne délivrée par la source, je suis obligée de la calculer par l'espérance mathématique. C'est-à-dire, je vais dire que l'entropie de la source, souvent on va l'appeler aussi H de S, d'accord? C'est l'espérance, d'accord? De quoi? De I de A. C'est l'espérance mathématique de toutes les informations propres. Les informations propres que vous avez calculées pour toutes les informations délivrées par la source. L'espérance mathématique qui veut dire quoi? Qui veut dire ça va être, donc tout simplement, l'information, donc c'est, on avait dit, c'est Hadia, rappelez-vous l'information propre, Hadi, I de A, c'est quoi? On a c'est moins logarithme dans la base 2 de la probabilité. P de 1. Alors, l'espérance mathématique de x, on a c'est x fois la probabilité de x, n'est-ce pas? Donc, c'est l'information propre, I de A, fois la probabilité de A, de chaque valeur, d'accord? Et l'information propre, il y a moins logarithme, d'accord? Et bien sûr, c'est la somme. J'ai oublié la somme. L'espérance, c'est la somme sur toutes les valeurs de A. Du coup, on va donc définir l'entropie qui est la quantité d'informations moyenne délivrée par une source. Par quoi? Je vais remplacer donc l'information HD par moins logarithme de P de A. C'est-à-dire la définition تاعها. Voilà. Et donc, ça va être moins la somme, donc le moins même la somme, de logarithme, donc je vais commencer par le P, avant le log, donc ça va être P de A, هذه, que multiplie le logarithme de P de A. Voilà. Et je sens bien sûr sur tous les A ou bien toutes les informations délivrées par la source. Tout ça, donc ça va être en moyenne bit par symbole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes avec moi? L'année وحدي. Madame, c'est clair, madame. Très bien. Madame, c'est clair. Je m'arrête là. Et pour les étudiants, parce que c'est pas, peut-être c'est la moitié, je sais pas, je savais pas que je pouvais pas regrouper tout le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais programmer une séance. Est-ce que vous allez entamer les cours en ligne samedi?
Madame, Normalement, normalement, c'est là, pour ce samedi. Voilà, donc pour les délégués, donc contactez vos camarades qui n'ont pas réussi à donc à accéder à cette séance-là et vous leur dites que je ferai une séance samedi, Inch'Allah, je sais pas, peut-être à l'heure qui vous convient. Vous me confirmez. Non, non, l'après-midi. مدام L'après-midi. مدام Oui. مدام كاين بزاف دي جون ما قدروش يدخلوا الكلاس روم ما بعثتي لهمش ميم با Là, انفيتاسيون. là, j'ai envoyé, chauffé, j'ai reçu la liste, c'est-à-dire du département, tous les emails, regarde, et ناقصه هذيك j'ai لا envoyé à ليست tous. مدام. Là, la machine a ça, la liste. Il y a les emails, mais il y a plein d'étudiants qui n'ont pas confirmé. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème dans les emails. Oh là là là, mais à la baliche, parce que j'avais vérifié. Attends, attendez. Donc, Non, je vais madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, le problème, c'est que monsieur Chibani qui battina une invitation باسمه qui battina un email باش ندخل الكلاس روم شغل دخلت لي normal. Mais vous, madame, même j'ai cherché madame في spam ما جاني حتى حاجة. J'ai rien reçu. راني فهمتك. شوفي أنا j'ai pris la liste du département. Ils ont partagé la liste avec moi il y a 2 jours. J'ai pris les étudiants, donc la liste en consultant, j'ai vu qu'il y avait plein d'étudiants qui n'avaient pas reçu ou là il y a un problème dans les emails. Je sais pas. Attendez. Madame, si madame نبعثوا لك une liste على les emails اللي ما لحقولهمش تقدري تعاودي تبعثي لهم. Mais regardez. Voilà, il y a plein d'étudiants invited. C'est des emails qui paraissent corrects. Hein? Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs. Hein? Plusieurs. Voilà. Moi, je me suis dit, ma chère fauche. Et voilà, mais la plupart ont validé. Hein? Je ne sais pas si la liste est complète ou là, d'abord. Mais d'abord, il y a plusieurs. Donc, ils sont plus de 20. Ils sont une trentaine, d'accord. Ceux qui n'ont pas validé, peu importe. Madame. Donc, oui. Madame, pour section B, بعثت لك la liste فيها كامل les emails. J'avais déjà envoyé. C'est-à-dire, mais la liste du département, elle n'est pas bonne. Il y a que tout mal درتوها. معليش, regardez ce que je vais faire. معليش, شوفوا. Donc, je dois programmer une deuxième séance. Confirmez-moi pour la deuxième séance. Donc, on va la faire peut-être samedi à 15h ou là, Inch'Allah. Pour les étudiants qui n'ont pas donc pu accéder. Donc, on va programmer une deuxième séance et confirmez-moi aussi les emails. Voilà. Bon, pour la prochaine fois, je pense que même s'il y aura moins de monde, donc c'est-à-dire, je peux facilement, que dirais-je, c'est-à-dire accepter. Parce que peut-être ils ont eu un problème à cause, c'est-à-dire du nombre, parce qu'on a été limité à 100. D'accord. Il y a un deuxième point que je voulais, en fait, pour les étudiants de la section B, ceux qui font TD avec moi. Bon, les TD commencent la semaine prochaine, Inch'Allah, pour les 2 sections. Alors, pour ceux qui font TD avec moi, pour le TD de jeudi, je suis un petit peu gênée par le TD de jeudi parce qu'apparemment, il n'y a que le groupe 2, je crois, de la section B qui est programmé à 13h. Est-ce que le créneau vous convient ou là? Parce que l'année passée, j'ai eu un problème avec les étudiants et je vais vous dire une chose, pas de changement de groupe.